Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Quel est le point commun entre votre sang, un ours polaire et une veste imperméable? Eh bien, ils contiennent tous des PFAS, aussi surnommés les polluants éternels. C'est une famille de molécules toxiques, quasiment indestructibles et très persistantes dans la nature. Elles représentent une véritable menace pour l'environnement et notre santé. Alors d'où viennent ces molécules de l'enfer? Pourquoi elles mettent des siècles à se dégrader? Et peut-on s'en débarrasser avant ça? Nos invités du jour travaillent au BRGM. Ils étudient de très près ces contaminants, dans un premier temps pour mieux les connaître, mais aussi pour développer des stratégies de dépollution et tenter d'éliminer ces polluants de nos sols et surtout de nos eaux souterraines. Bon, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces molécules. Elles ont déjà fait la une de l'actualité dans le passé, n'est-ce pas Marine? Oui, les PFAS ont été à l'origine d'un gros scandale écologique et sanitaire aux États-Unis dans les années 90. Je vous raconterai le combat d'un avocat contre le géant chimique DuPont. Voilà, on vous en dit plus juste après le générique, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julie Lyons. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes hydrogéologue et vous étudiez les PFAS au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Ces fameux PFAS ou polluants éternels, ils sont utilisés en fait dans l'industrie depuis quoi? Les années 40, les années 50 massivement. Pourquoi ils intéressent autant les industriels? Oui, alors ces composés ont plusieurs propriétés qui sont très très intéressantes. Ouais. Alors d'abord, ils sont très résistants à la chaleur, donc une bonne résistance thermique. Et puis, ils ont également différentes propriétés où ils vont permettre d'imperméabiliser des matériaux, notamment vis-à-vis de l'eau pour les rendre imperméables, mais également vis-à-vis de l'huile. Donc, on va les retrouver dans des usages de type anti-tache, anti-gras. Donc, on va les retrouver dans des emballages. Oui, c'est ça, ils ont plein d'applications du coup derrière. Voilà, dans des emballages pour les pizzas, les hamburgers, pour les vêtements pour se protéger de la pluie. Et puis également, il va y avoir des applications plus larges, comme la lutte contre les incendies, pour des feux très spécifiques, très particuliers d'hydrocarbures, de produits chimiques. Parce que cette résistance fait qu'ils vont résister à des fortes températures et donc permettre de faire des mousses extinctrices d'incendie. Et puis également, on va avoir des applications plutôt mécaniques, comme dans le médical avec des prothèses. Et puis d'autres propriétés, notamment dans les batteries au lithium par exemple, parce qu'ils ont des propriétés diélectriques. Ça sert à quoi là? Ça va permettre aux batteries, aux électrons de migrer de la cathode à l'anode, du plus vers le moins, et donc ça favorise le fonctionnement des batteries. C'est un peu le couteau suisse des molécules chimiques, les PFAS. C'est utilisé dans 21 branches industrielles. C'est énorme, donc très varié. Voilà, et puis après on a aussi les cosmétiques, et puis d'autres applications. Alors j'ai appris les cordes de guitare par exemple, également. Et là pour les cosmétiques et les cordes de guitare, quel est l'intérêt? Alors les cosmétiques c'est le côté waterproof. Ok. La corde de guitare apparemment c'est pour la vibration. Et puis les applications sur la wax, pour les skis, le fart, des skis et des stones, etc. Et l'épaule anti-adhésive Bien évidemment, il y a également l'épaule anti-adhésive et tout ce qui va être les revêtements d'ustensiles de cuisine, les plats pour la raclette, etc. C'est un peu l'exemple emblématique dont on entend beaucoup parler. Mais alors, donc ça, ils sont dans les produits, mais comment est-ce qu'ils se retrouvent dans l'environnement? Il y a des producteurs primaires et puis après, il y a des utilisateurs, donc de nouvelles industries qui vont les utiliser. On a ce petit schéma-là, est-ce qu'il résume assez bien la façon dont comme ça Alors, tout à fait. Donc voilà, le point de départ, c'est une molécule qui est synthétisée par l'homme. Donc à la base, on a une industrie qui va fabriquer ces composés. Historiquement, aux États-Unis, en Europe, et maintenant, ça se délocalise dans d'autres pays comme l'Inde ou la Chine. Donc on va avoir ensuite des produits qui vont être fabriqués et utilisés. Les mousses anti-incendie, qui vont être utilisées sur des sites où vont avoir lieu des incendies ou également sur des sites d'entraînement, notamment les sites d'entraînement des pompiers. Si on prend un exemple très concret, c'est par exemple dans le crash d'un avion, des choses comme ça, c'est le genre de mousse qu'on va répandre sur l'appareil pour éteindre le feu. Tout à fait, c'est des feux très particuliers, ce ne sont pas les feux de forêt, ce sont plutôt les feux avec des hydrocarbures ou des produits chimiques, donc plutôt sur des sites de type aéroport ou raffinerie ou industrie chimique. Donc ça va être l'utilisation. Donc quand on l'utilise sur les mousses, sur les territoires ouverts, on va diffuser cette mousse va pouvoir s'infiltrer dans le sol ou ruisseler vers les cours d'eau. Donc c'est là où on va avoir une première contamination de l'environnement. Par rapport ensuite à l'utilisation des biens de consommation, comme on le disait, on parlait des cosmétiques, de nos outils de cuisine, de nos textiles.
Tout ça, ça va générer un flux d'eau usée qui vont sortir de nos habitations ou de déchets qui vont contenir des PFAS. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les stations de traitement des eaux usées, il y a des traitements pour abattre toute la pollution, toute la charge organique que l'on libère. Mais ces traitements ne sont pas adaptés au traitement des PFAS. Ils n'ont pas été prévus pour abattre ces PFAS. On va avoir certains PFAS qui vont passer dans la phase liquide et se retrouver donc dans les eaux usées traitées, et une partie de ces molécules qui vont s'absorber sur les boues de stations d'épuration. Les boues qu'on utilise après pour répandre dans l'environnement comme engrais, c'est ça? Tout à fait. Ces boues sont valorisées en agriculture et donc sont répandues sur les sols. Et donc là, on va également donc étaler nos boues qui contiennent parfois des PFAS sur nos sols qui vont ensuite migrer soit dans le sous-sol, soit ruisseler vers les eaux souterraines. On étend le problème. Tout à fait. Dernier point, nos déchets sont stockés donc dans des décharges ou sont incinérés. Aujourd'hui, ce qu'on décèle, c'est que l'incinération, si elle n'est pas complète, on va libérer dans l'atmosphère des PFAS. Dans les fumées. Okay. Dans les fumées. Donc une contamination aérienne qui aujourd'hui est très peu connue, très mal surveillée. Et également au niveau des décharges, des lixiviats de décharge qui vont être également potentiellement chargés en PFAS. Et donc si je comprends bien, nous on se contamine comment alors? Par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit et par ce qu'on mange? Alors, nos eaux souterraines, lorsqu'elles vont être contaminées en PFAS et utilisées pour la production d'eau potable, peuvent être une source de contamination. Une étude faite il y a quelques années en France a montré qu'il y avait aussi des PFAS dans le lait et dans les œufs. Et également des apports potentiellement par l'eau de pluie. Puisqu'aujourd'hui, on a décelé des traces de PFAS dans les pluies, et ce, sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire des pluies dans des zones reculées. Aujourd'hui, on gagne en information avec de plus en plus d'études qui vont jusqu'à surveiller les PFAS dans des zones reculées telles que l'Arctique, telles que les plateaux du Tibet. Et effectivement, on va retrouver des PFAS sur des territoires aussi éloignés que le Tibet ou l'Antarctique, avec une contamination notamment de la faune sauvage, les ours polaires. On a trouvé aussi des PFAS dans les œufs des oiseaux marins et dans les neiges sur les plateaux du Tibet. Donc effectivement, également les aérosols marins serait également une source de contamination. Les aérosols marins. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors les aérosols marins, c'est-à-dire que le principe des PFAS, c'est qu'ils sont très mobiles. Ils vont migrer sur de très grandes distances et donc rejoindre tout le cycle de l'eau. Et bien évidemment, le cycle de l'eau nous amène à l'océan. Donc sur l'océan, on va avoir une contamination progressive en PFAS. Et les aérosols marins, c'est les embruns en quelque sorte. Quand on se promène le long de la plage, on a bien tous ces embruns. Il faut imaginer que ces aérosols, ça fait des petites gouttelettes qui peuvent aller très haut dans l'atmosphère et très loin sur les continents. Donc quand on va à la plage, on respire le bon air frais de la plage. Et qu'il pleut, alors là c'est foutu. Bon, on en rigole, mais ce qu'on comprend en tout cas, c'est que la contamination est vraiment étendue. Ouais, Laurine, tu voulais... Oui, je veux juste rajouter quelque chose. Vous disiez sur la pollution de l'environnement, c'était par beaucoup la consommation. Est-ce qu'au niveau des industries, c'est des boîtes qui sont très étanches ou en fait elles polluent leur environnement aussi très proche des industries qui produisent et qui utilisent les PFAS? Alors, toute la difficulté sur la pollution au PFAS, c'est qu'en fait, on va couvrir un très large spectre de types de pollution, de sources de pollution et de voies de transfert, et également de gammes de concentration. Bien évidemment, quand on parle de présence de PFAS dans l'eau de pluie, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de concentration que des PFAS dans des eaux industrielles de process. Les ordres de grandeur, il y a plusieurs dizaines de milliers d'ordres de grandeur entre les deux. Néanmoins, effectivement, il y a une nécessité de maîtriser les rejets au niveau des industries pour que justement il n'y ait pas de rejet ni dans l'air ni dans l'eau au niveau de ces sites. Et aujourd'hui, il y en a un peu. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des rejets puisqu'il n'y a pas eu de réglementation sur les autorisations de rejet PFAS puisqu'ils n'étaient pas réglementés. D'accord. Par contre, depuis juin 2023, il y a une réglementation qui oblige les industriels utilisant des PFAS à assurer le suivi de leurs rejets. D'accord, c'est récent. Donc aujourd'hui, on est dans l'état des lieux, dans l'inventaire de ces rejets.
On va revenir un peu plus tard sur la réglementation. Mais vous l'aurez compris, on est tous concernés par les PFAS, ou plus précisément les substances poly- ou perfluoroalkylées. Mais en avez-vous déjà entendu parler? Lorraine a posé la question aux gens dans la rue, c'est notre mot mystère. Je ne vais pas vous dire que je sais exactement à quoi ça correspond, mais oui, j'ai entendu le terme, oui. Vaguement, mais je ne saurais pas vous expliquer. Poly, plusieurs, fluoro, fluor, alkylé, alcalin, voilà. Mais je ne saurais pas vous dire plus que ça. C'est cancérigène, ça, non? Ça va me faire penser au dentifrice, mais j'espère que c'est pas polluant, parce que sinon c'est inquiétant. Non, sinon je n'avais pas entendu parler. Alors je crois que c'est en lien sur ce qu'on appelle les polluants éternels de mémoire, puisque c'est ce qu'on avait, j'ai entendu ça au tout début par rapport à des skis, comme quoi ils arrêtaient l'utilisation justement de ces traitements-là pour glisser. Ça allait probablement changer un peu la donne dans la compétition de ski. Ça pourrait venir dans la dégradation de matière, dans l'environnement, je sais pas, dans le sol, dans le sous-sol, je sais pas. C'est malheureusement partout que c'est. Alors effectivement, on parle principalement des poils, etc. Mais c'est dans les vêtements, c'est dans le maquillage, c'est. Je crois qu'il y en a absolument partout. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Alors Julie, parmi tout ce qu'on vient d'entendre, là, il y a quelque chose qui vous fait réagir? J'ai l'impression quand même que votre micro-trottoir a plutôt bien marché Ouais, et que les gens ont quand même déjà entendu le mot. Alors effectivement, d'un point de vue chimique, ils sont peut-être pas à l'aise, mais je pense que voilà, il faut se remonter aux cours de chimie organique. Mais depuis quelques mois maintenant, dans la presse, on voit des articles sortir et effectivement, on a parlé de polluants éternels. Effectivement, c'est une appellation à rentrer, qui commence à être... Alors, nous, on s'est intéressé, on leur a posé la question sur le mot per- ou polyfluoroalkylé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Alors, ça veut dire que l'on est sur des composés qui sont constitués de chaînes. Là, on a une image. Voilà, d'une chaîne de carbone à laquelle va être associé des atomes de fluor. Okay. Alors, la liaison carbone-fluor est l'une des plus stables de la chimie qu'on connaisse sur Terre. C'est une des liaisons les plus stables. Ça veut dire qu'on a du mal à la rompre et... Voilà, c'est-à-dire vraiment persistante, résistante. Ok. Il faut beaucoup d'énergie pour la casser. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de polluants éternels ou de polluants persistants. Et ces molécules, ce sont des molécules artificielles alors ? Alors effectivement, elles sont synthétisées par l'homme. C'est vrai que des fois on synthétise des molécules qui existent déjà dans la nature, mais là on est vraiment sur des composés qui sont complètement anthropiques. Et une publication estime potentiellement à 7 millions de composés possibles qui pourraient exister avec ces atomes-là et ces structures-là. On a une autre image pour essayer de montrer justement la famille de PFAS. Alors, on va regarder cette image. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Donc là, ça, c'est la famille des PFAS? Alors, ce sont quelques exemples de structures de PFAS. Ouais. Donc là, on retrouve bien les carbones, les fluors dont vous parliez. Donc en bleu, on voit le fluor. Et effectivement, on va parler de fluor à chaîne courte et de fluor à chaîne longue. Donc, plus il y a du bleu, plus ça va être des chaînes longues. Et plus elles vont être courtes, plus elles vont être... moins il y en aura, plus elles seront courtes. Donc, par exemple, les deux plus... connus, le PFOA et le PFOS, sont deux chaînes qui ont 8 carbones et des fluors associés. Et ensuite, ce qui va différer entre le PFOA et le PFOS, c'est le groupe terminal. On voit qu'il y en a un où il y a un OH et un O, et l'autre, il y a un S, donc du soufre, de l'oxygène et un groupement OH. Donc là, on va être sur le groupe fonctionnel terminal qui va les distinguer l'un de l'autre. Donc il faut imaginer qu'on va avoir ces structures-là pour des chaînes à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. fluor. Donc c'est toute la chaîne. Donc par exemple, en dessous, vous avez le PFBA qui, lui, n'a que 4 atomes de carbone. Et on va retrouver le O et le OH que l'on a aussi sur le PFOA. Donc PFOA, PFBA, c'est juste la longueur, mais le groupe fonctionnel au bout est différent. Et tous ces PFAS sont considérés comme des polluants éternels? Alors, si on va regarder, par exemple, là, le F-53B, on voit qu'il est un petit peu différent. Ouais. En fait, on a 2 branches de fluor. Une à droite, une à gauche. Une à droite et à gauche. Et donc, potentiellement, cette molécule-là va pouvoir se casser au niveau de l'oxygène qui est au milieu de la chaîne. Donc il est moins persistant. Donc il est moins persistant. Néanmoins, quand il va se casser, il va former
un nouveau PFAS plus court. Et donc en fait ce système-là fait qu'on va avoir ce qu'on appelle des précurseurs, qui peuvent être des molécules plus ou moins complexes, mais qui en se cassant vont se diriger vers des molécules plus courtes, les PFAS terminaux, ceux qu'on va retrouver dans l'environnement et qui vont être persistants. Alors, vous disiez qu'on retrouve donc des atomes de fluor. Pourtant, le fluor, on en retrouve aussi dans la nature. Peut-être faut peut-être faire un rappel là. Exactement. Le fluor existe dans la nature. Il existe sous forme inorganique. Par exemple, il y a un minéral qui est la fluorite. Et dans le dentifrice, du coup, il y a une dame qui demandait dans le micro-trottoir. Alors, je ne connais pas la marque de son dentifrice. Effectivement, on met du fluor et on a des compléments alimentaires fluorés. C'est du fluor inorganique, c'est un oligoélément. Ok. Alors Julie, votre travail, c'est d'améliorer les connaissances sur ces PFAS et leur détection dans l'environnement. Vous allez nous expliquer comment vous faites et les défis que vous relevez. Place aux sciences en action avec Lorraine. Le problème majeur avec les PFAS, c'est bien qu'on n'en connaît pas grand-chose pour le moment. Vous l'avez dit, il y en a des millions. Quand vous faites une étude dans l'environnement, que vous faites des prélèvements, par exemple, je sais pas, autour d'un site pollué, est-ce que vous avez un test qui vous permet de repérer tous les PFAS ou est-ce qu'il faut faire un test pour chaque PFAS? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment détecter la présence de PFAS? Est-ce qu'il existe une analyse complète qui permette de dire « Ok, là, j'ai X quantité de PFAS ». Non. Malheureusement, aujourd'hui, cette méthode n'existe pas. On y travaille. On travaille à développer des méthodes qu'on dit globales, qui permettent justement de distinguer de mon fluor total, le fluor inorganique, le fluor organique, et ensuite de mon fluor organique, lequel est PFAS. Donc effectivement, c'est assez complexe. Mais aujourd'hui, donc, quand on va dans l'environnement, et ce qui se passe depuis qu'on surveille les PFAS dans l'environnement, on fait ce qu'on appelle des analyses ciblées. On va appliquer une méthode qui est destinée à caractériser un ou plusieurs composés uniquement. Donc il y a des risques qu'on sous-estime aujourd'hui peut-être Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de quantifier la quantité totale de PFAS dans une matrice, qu'elle soit l'eau, le sol. Autrement dit, on est limité par nos moyens de détection aujourd'hui. Tout à fait. Alors vous l'avez dit, elle se diffuse sur des très longues distances, ces molécules. Donc quand vous arrivez dans un environnement pollué, il faut faire des prélèvements partout, c'est-à-dire je sais pas, dans un champ où il a pu être mis, dans l'eau qui est 2 km plus loin, comment on fait? Alors effectivement, il y a des stratégies d'échantillonnage qui existent. Alors effectivement, on parlait des composés analysés. Déjà, il faut savoir un petit peu quelle liste de paramètres on souhaite analyser au regard de la problématique. Si par exemple on est sur un site qui a été contaminé par des mousses anti-incendie, on va cibler un certain nombre de molécules liées à cette activité-là. Et ensuite on va chercher à échantillonner les différentes matrices, le sol, le sédiment dans les cours d'eau, et puis les eaux, donc eau de surface. Et si on a accès aux eaux souterraines via une source ou via un puits, on va également chercher à échantillonner. La stratégie d'échantillonnage, elle va être la même pour tout type de pollution. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'être capable d'analyser les composés et d'identifier lesquels sont potentiellement présents. Aujourd'hui, les laboratoires sont capables d'analyser une centaine de composés PFAS parmi les milliers, voire les millions qui existent. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de détecter et de quantifier ces composés. J'imagine que les tests sont très différents si c'est dans une eau qui est assez claire, si c'est dans un sol où on va voir plein d'autres choses, ça devient d'autant plus compliqué. Alors effectivement, on mène actuellement des recherches pour adapter nos méthodes, puisqu'effectivement une eau, on va dire destinée à l'eau potable, c'est une eau relativement claire et propre, alors qu'on va avoir des eaux usées qui vont être riches en carbone organique. Il va y avoir des interférences au niveau des process analytiques, et donc il faut trouver les méthodes qui permettent d'analyser au mieux, sans dégrader le rendement de l'analyse, pour des sédiments ou des sols qui peuvent être des matrices très complexes. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, si on fait des échantillonnages, je ne sais pas, sur un rayon de 2 km autour d'une usine, de remonter à la source comme ça de la personne qui a produit ces PFAS-là, se dire « Ah bah là, j'ai trouvé dans ce ruisseau tel PFAS, je sais que c'est tel industriel qui est 2 km plus loin qui a produit ce PFAS-là ». Est-ce qu'on peut faire se remonter comme ça à la chaîne? Alors effectivement, quand on fait des analyses, ensuite on cherche à interpréter les analyses et à identifier les sources. Et il faut savoir qu'en fait, finalement,
faut faire des études de site. À chaque point de surveillance, il faut faire une étude dédiée. Identifier, alors pour un cours d'eau, c'est assez facile, quel est l'amont et l'aval, mais sur une nappe d'eau souterraine, il faut connaître le sens d'écoulement des eaux souterraines. Donc il y a toute une étude de site à faire pour déjà caractériser les flux d'eau. Et ensuite, c'est encore des travaux qui sont en cours, c'est être capable, à partir d'une signature de PFAS dans un échantillon, d'être capable de remonter à la source, sachant qu'en fait, on a parlé des précurseurs et des PFAS terminaux. Dans l'environnement, on va plutôt avoir des PFAS terminaux qui se sont dégradés. Qui potentiellement se sont dégradés à partir d'un produit source. On a un exemple de chaîne de dégradation, je crois, pour 3 PFAS, donc 3 PFAS parmi des milliers. On voit qu'à partir de 3 PFAS, on peut en avoir en fait des dizaines, des centaines, voire j'imagine. Tout à fait, on va avoir une série de chaînes de dégradation, justement pour passer de ces molécules assez longues et complexes, pour les raccourcir et tendre vers ces PFAS terminaux qui sont listés là et qui sont ceux qui sont le plus couramment mesurés dans les eaux. Et encore, les plus couramment mesurés parce que ce sont ceux qu'on recherche. Mais il y a tous ceux qu'on ne recherche pas. Donc là aussi, on est un petit peu dans l'inconnu. Mais effectivement, identifier une source à partir d'un échantillon, c'est assez complexe du fait de ces chaînes de dégradation. Pour retracer l'historique, c'est difficile. Voilà. Et on ne pourrait pas prendre le problème dans l'autre sens, partir de ce qui a été fabriqué, si c'est fabriqué par l'homme, connaître la formulation chimique et essayer de retrouver ça. Je sais pas, il n'y a pas une. Alors effectivement, un travail consiste effectivement à caractériser les chaînes de dégradation. Néanmoins, un certain nombre de mousses anti-incendie, par exemple, n'existent plus aujourd'hui. Donc, on ne connaît pas cette composition. En fait, il existe des fiches de sécurité sur les produits qui, normalement, listent les composés présents. Sur ces fiches de sécurité-là, il n'y a pas le détail des PFAS qui les composent, et d'autant plus lorsque ce sont des produits brevetés. Oui, donc il y a un secret. Il y a un secret industriel. Okay. Donc on ne connaît pas la composition exacte. Il y a des auteurs qui citent près d'une centaine de composés différents dans un même produit. Donc voilà, tout l'enjeu est d'être capable de travailler sur cette chaîne de dégradation, et encore faire cette chaîne de dégradation, ça veut dire être capable de les analyser et de suivre leur évolution. Donc là, un enjeu. Face à une montagne. C'est ça, c'est tout un monde à explorer, là, vraiment. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va y avoir toute une communauté de scientifiques qui ont travaillé sur le comportement dans l'environnement, comment ils vont se comporter, parce qu'en fait, il y en a qui vont être mobiles parce qu'ils sont plus petits, d'autres qui vont être moins mobiles et qui vont se fixer parce que plus gros. D'ailleurs, vous avez fait des tests en laboratoire au BRGM. Vous avez une plateforme qui s'appelle Prime et qui a l'avantage d'avoir une espèce de grosse cuve qui vous permet de faire des tests en échelle semi-naturelle. Je crois que c'est ça. Donc l'idée, c'est de tester le comportement de ces PFAS-là sur un semblant de sol. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on veut travailler sur le comportement d'un polluant dans un milieu, on aime bien travailler sur des essais en laboratoire que l'on maîtrise. C'est-à-dire qu'on va maîtriser les conditions d'écoulement, on va pouvoir mettre en place des capteurs, faire des prélèvements à différentes profondeurs. Donc effectivement, cette plateforme, en fait, c'est une plateforme qui nous offre la possibilité de travailler à plusieurs échelles. On va partir du flacon, ensuite de la colonne, après de la cuve, et puis effectivement de ce pilote qu'on appelle plurimétrique, la plateforme Prime. Plurimétrique, voilà, plusieurs mètres, qui nous permet justement d'appréhender le comportement donc, à échelle réelle. Et alors, qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre sur ces PFAS, sur le temps qu'ils mettent à bouger Voilà, ça va nous permettre de suivre donc, la migration, donc la cinétique, la rétention. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un polluant, quand il est dans l'eau, il ne va pas forcément avancer à la vitesse de l'eau. D'accord. Il va interagir avec les grains, avec les fissures, et il va y avoir un coefficient de retard, un facteur de retard qui va être causé par différentes réactions ou processus, chimiques ou physiques. Donc il va migrer moins vite que l'eau. Okay. Donc ces propriétés-là vont être différentes pour chacun des composés, pour chacun des polluants, et la particularité des PFAS, c'est qu'ils vont, en plus de se sorber
classique de se sorber, de se fixer sur les grains. Par exemple, la matière organique, les argiles, les oxydes qui ont des propriétés de surface. Les PFAS ont en plus la propriété de s'accumuler à l'interface OR. D'accord. Par leur structure qui sont assez particulières, ils vont rester. Si vous avez en zone non saturée des bulles d'air ou à l'interface entre la nappe et la zone non saturée, ils vont se regrouper à cette interface OR, ce qui va être un autre facteur de retard dans la migration. Ça pourrait avoir des conséquences aussi sur la façon dont on prélève l'eau dans les nappes, par exemple. Enfin, j'essaie d'imaginer, si on connaît mieux ces PFAS et qu'on sait qu'ils sont à cette interface-là, si on veut prélever de l'eau qui soit la moins polluée possible. Effectivement, le battement de la nappe entre saison sèche, saison humide, ça peut être un moteur qui permettra de remobiliser des PFAS qui s'étaient accumulés. Donc entre 2 cycles, chaque cycle va pouvoir en remobiliser. Donc voilà, ça c'est une chose qui est intéressante. Et l'autre élément ici, c'est qu'ils vont se fixer entre eux, ils vont s'accumuler entre eux et former ce que les chercheurs appellent des structures supramoléculaires. Donc voilà, et c'est vraiment beaucoup de processus qui vont être autour de ces PFAS qu'il va falloir comprendre pour être capable de prédire à quelle vitesse les PFAS vont migrer dans la nappe et à quelle vitesse ils vont rejoindre nos captages d'eau potable, par exemple. D'accord. Bon, on voit qu'en tout cas, c'est une question qui est très, très large, très, très vaste et qui touche beaucoup de domaines scientifiques différents. Et ça fait un peu peur aussi de se dire qu'on n'est qu'au début de la connaissance de ces PFAS. Mais vous y travaillez, et heureusement. Bon, en réalité, le danger des PFAS est connu depuis des dizaines d'années. Ces molécules ont même été à l'origine d'un scandale sanitaire et écologique retentissant aux États-Unis. Marine va nous raconter cette histoire, c'est son coup d'œil du jour. Alors tout commence par la mort de 190 vaches aux États-Unis. En 1998, un avocat, Robert Bilott, reçoit un appel un peu étrange. Au bout du fil, c'est un fermier, Wilbur Tennant, qui accuse la grande entreprise de produits chimiques DuPont d'empoisonner son bétail. Voilà, il lui explique que depuis que DuPont a installé une de ses décharges à côté de sa ferme, ses vaches meurent à vitesse grand V, que leurs dents sont devenues noires, qu'elles naissent avec des malformations. Et il lui dit aussi que le ruisseau dans lequel elles boivent est recouvert de mousse blanche. Alors Robert Bilott trouve ça inquiétant. Il commence à enquêter sur DuPont et il apprend notamment que depuis les années 50, DuPont utilise du PFOA pour fabriquer des revêtements anti-adhésifs en téflon. Le PFOA, on en a déjà entendu parler, il me semble. Oui, le PFOA, c'est un PFAS, un polluant éternel, mais à l'époque, Bilott ne connaît pas cette substance et il veut en savoir plus. Alors il contraint DuPont à lui envoyer tous leurs documents sur le PFOA et il est choqué par ce qu'il apprend. En fait, depuis les années 60, l'entreprise DuPont menait dans son coin des études sur la toxicité du PFOA en le testant notamment sur des rats. Et ces études, elles montrent que les rats exposés au PFOA développent des malformations et des cancers du foie, du pancréas et des testicules. En parallèle, DuPont a aussi mené des études sur ses propres ouvriers et l'entreprise a observé que ceux qui travaillaient au contact du PFOA tombaient plus souvent malades que les autres, ils développaient plus de cancers et 2 ouvrières ont même eu des enfants qui présentaient comme les rats des malformations. Donc depuis plus de 30 ans, DuPont savait que le PFOA était toxique et n'a rien dit. Et du coup, c'est le PFOA rejeté par DuPont dans l'eau qui empoisonnait les vaches du fermier, c'est ça ? Exactement. Et quand Robert Bilott apprend ça, il est révolté et il se lance dans une bataille judiciaire contre DuPont qui va durer presque 20 ans. D'abord, il porte plainte contre l'entreprise au nom du fermier et il lui obtient une indemnisation pour ses vaches. Mais c'est pas suffisant. À cause de DuPont, c'est l'eau potable de toute la région qui est contaminée. Alors en 2001, il dépose une nouvelle plainte, au nom cette fois-ci des 70 000 personnes qui boivent tous les jours de l'eau au PFOA. Et là encore, il gagne. DuPont s'engage à payer pour filtrer l'eau de tous les habitants concernés. Mais le problème, c'est que dans la région, beaucoup de personnes sont déjà tombées malades et ça fait des années qu'elles sont exposées. La difficulté, c'est de prouver que c'est bien le PFOA qui les a rendues malades parce que les études de DuPont sur la toxicité du PFOA concernent seulement ces ouvriers qui étaient directement en contact avec la substance. Mais Bilott refuse de se laisser abattre. Il demande la création d'un groupe de scientifiques indépendants pour analyser le sang des 70 000 personnes exposées. C'est un travail monstrueux, ça leur prend 7 longues années. Et en 2011, le verdict sort. Il y a bel et bien un lien probable entre le PFOA et le cancer, les problèmes de thyroïde, l'inflammation du système digestif et d'autres pathologies. Au total, finalement, c'est plus de 3500 personnes malades qui vont porter plainte contre DuPont. Et en 2017, l'entreprise débourse des centaines de millions de dollars pour indemniser les victimes. Donc ça se finit pas trop mal finalement.
On est quand même loin d'une happy end. Effectivement, DuPont n'utilise plus de PFOA. D'ailleurs, la substance a aussi été interdite dans l'Union européenne en 2020. Mais on parle d'un polluant éternel. Il ne suffit pas de l'interdire pour qu'il disparaisse. Aujourd'hui, on estime que 100% des organismes vivant sur Terre sont contaminés au PFOA et plus généralement au PFAS. En plus, oui, DuPont a perdu son procès, mais ça n'a pas soigné pour autant les personnes qui sont tombées malades. Et le plus frustrant dans cette histoire, c'est que DuPont a remplacé le PFOA par du GenX, qui n'est ni plus ni moins qu'un autre PFAS. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la fin des polluants éternels, c'est pas pour tout de suite. Ok, merci Marine. C'est Très plutôt joyeuse. inquiétant tout ça. Mais les choses bougent en France. Récemment, l'Assemblée nationale a voté une loi qui vise à interdire les PFAS. Qu'est-ce qui est prévu en France ? Alors effectivement, le 4 avril, l'Assemblée nationale a voté en première lecture une loi visant d'une part à interdire les PFAS dans un certain nombre de produits. Ouais. À savoir les textiles, le fart pour les skis et les cosmétiques, sachant qu'effectivement les ustensiles de cuisine avaient été retirés lors de cet examen à l'Assemblée nationale. Ça prévoit d'autres choses, oui. Et voilà, également, on va avoir la mise en place du principe de pollueur-payeur. Ça, c'est très important, puisqu'en fait, le constat aujourd'hui est effectivement qu'on a un certain nombre d'environnements qui sont contaminés par les PFAS, notamment des captages d'eau potable. Cela va induire une hausse des coûts de traitement de l'eau, tant eau usée, mais également eau potable, qui va retomber sur la société. Là, le fait de mettre en place ce principe de pollueur-payeur va permettre de financer le coût de cette pollution au PFAS. C'est une sorte de taxe qu'on impose aux... Tout à fait, ce serait une taxe qui va être basée sur les rejets industriels. Il y a aussi, je crois, l'information au public. Ça fait partie de ce qui rentre dans cette loi ? Tout à fait. Ce point-là, c'est de rendre public les sites potentiellement émetteurs de PFAS. À travers une carte où on pourrait visualiser. Alors je ne connais pas exactement la forme, mais oui, l'idée c'est bien d'informer les citoyens des risques d'émissions de PFAS. Et également un point sur la surveillance des eaux destinées à l'eau potable, sachant qu'à partir du 1er janvier 2026, il y a déjà une loi qui sera en vigueur, qui permettra de garantir le respect d'une norme de potabilité sur les PFAS dans les eaux potables. D'accord. Merci beaucoup Julie, merci Marine pour cette histoire un peu terrifiante, mais bon, au moins on voit que les choses bougent et ça avance. Alors maintenant qu'on a expliqué que les PFAS ne se dégradent pas dans l'environnement et qu'ils sont présents partout, vous vous doutez bien qu'il va être difficile de s'en débarrasser, mais pour autant, est-ce une mission impossible ? Comment extraire ces molécules toxiques du sol et comment les dégrader ? Quelles pistes sont envisagées ? Notre prochain invité travaille avec vous au BRGM, il teste des solutions de dépollution en laboratoire. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Stéphane Colombano, bienvenue sur le plateau de Science en question. Bonjour. Alors vous êtes chercheur dans le domaine des sites et sols pollués au BRGM et vous vous connaissez bien tous les deux, vous travaillez quotidiennement ensemble ? Oui. Oui. On est dans le même bâtiment, on est voisins de bureau. Ok, c'est la bonne entente ? Entente cordiale. Moi aussi, on s'entend très bien. Alors, Stéphane, je le disais, donc votre objectif, c'est de mettre au point des solutions de dépollution, des méthodes en tout cas qui sont économiquement acceptables. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les méthodes qu'on a ne suffisent pas ? Il y a beaucoup de techniques de dépollution dans le domaine des sols pollués, des eaux souterraines. Il y a beaucoup de techniques qui existent, il y a un retour d'une trentaine d'années. Pour autant, ces techniques éprouvées et approuvées sur certains composés organiques, puisque les PFAS restent des composés organiques, ouais. Si on les applique telles quelles avec les PFAS, on va arriver à une sorte de mur technico-économique. Puisque ces PFAS ont, comment dirais-je, ces propriétés, comme vous l'avez vu en première partie d'émission, un, d'être très peu biodégradables, ouais. Et deux, d'être quand même assez mobiles, puisque ce sont des tensioactifs. Donc c'est extrêmement différent par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'autres polluants ? C'est par rapport aux polluants organiques classiques, hydrocarbures pétroliers raffinés, composés chlorés, on va avoir des molécules plus mobiles, dans pas mal de cas, donc qui vont aller plus loin, et qui seront aussi beaucoup plus durs à dégrader. Est-ce qu'il va falloir mettre en place des priorités, agir sur certains lieux plus que d'autres ? Oui, il va falloir
déjà déterminer quelles sont les sources émettrices les plus importantes, puisqu'on se rend compte que ce ne sera pas possible de tout dépolluer. Donc il faut s'énerver, il faut être dans les fameux effets levier Pareto, hein, donc travailler là où les émissions sont les plus fortes. Vous pensez à quel endroit, par exemple, plus concrètement ? Les émissions qui utilisent ces PFAS de manière assez concentrée, donc on a parlé, tout ce qui est mousse anti-incendie, les usines qui produisent ces PFAS ou qui les utilisent. Donc c'est les centres de production. Centres de production. Alors il y a ça. Et puis aussi, ça c'est les sources qu'il faut protéger. Puis on a aussi des captages. On a des captages, il y a une grande partie de l'eau potable qui vient des eaux souterraines. Il faut aussi protéger les captages. Donc il faut jouer avec ces sources, ces captages. Et puis au milieu, vous avez l'eau qui circule avec les PFAS. C'est tout le métier des hydrogéologues, ça justement. C'est de voir s'il faut plus travailler sur la source ou protéger les captages. Le plus intéressant, c'est de limiter autant que faire se peut, et on est dans l'esprit des textes réglementaires, les émissions de polluants dans le milieu naturel. Okay. Quoi qu'il en soit, il faut réussir à les extraire de l'environnement. Et alors là, comment on peut procéder ? Alors soit on peut les traiter directement dans les sols, mais c'est très compliqué pour les PFAS. Pour d'autres polluants, c'est possible, mais pour les PFAS, c'est compliqué parce que c'est des conditions difficiles à appliquer dans les sols. Donc le mieux, c'est de les extraire. Donc il faut les extraire. Alors si vous utilisez les techniques de lavage classiques, vous allez pomper énormément d'eau pour amener peu de PFAS. Okay. Donc ce qu'il faut, c'est les extraire en utilisant le minimum d'eau. Et puis une fois qu'on les a extraits, il faut arriver à reconcentrer cette eau, ces PFAS, avec de l'eau. Donc, en quelque sorte, c'est comme lessiver un peu les sols, c'est un peu ça la technique ? Il faut les lessiver, mais surtout en évitant de faire passer énormément d'eau. Puisque 1 mètre cube d'eau pompée, c'est 1 mètre cube d'eau qu'on doit traiter. Okay. Et quand on voit les coûts de traitement d'un mètre cube d'eau pour les PFAS, on arrive tout de suite à des chiffres exorbitants. Donc il faut les extraire avec le minimum d'eau engagée, et le minimum d'eau pompée. Et alors comment on fait pour réduire justement cette quantité d'eau ? Sur quoi on peut jouer ? Il faut rajouter certains tensioactifs, certains polymères, certaines mousses, des choses comme ça qui permettent de pousser ces polluants avec le minimum d'eau. Donc on ajoute des additifs, hein, c'est ça ? Des additifs chimiques biodégradables, forcément, parce qu'on ne va pas... L'idée, c'est pas de remettre de la pollution par... Non, surtout pas. Pour bien comprendre, quand on est sur un site qu'on veut dépolluer, là, si on injecte des choses dans le sol, ça part partout. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer cette eau-là ? Vous dites on va pomper, mais on peut pas pomper partout. On injecte au centre, et puis après on a des puits périmétraux, donc on va repomper tout ça. Okay. L'idée, c'est de balayer ce qu'on appelle en volume de pore, de vide, en volume de vide, de tout balayer et de tout récupérer. Donc d'injecter que 1 mètre cube d'eau et le récupérer directement. Si on fait des pompages classiques, on va pomper des mètres cubes et des mètres cubes pour avoir une petite concentration en PFAS. Donc il faut vraiment faire des pompages adaptés pour sortir le minimum de volume d'eau. Okay. Alors vous disiez on injecte aussi des mousses, c'est ce qu'on voit à l'écran ? Là c'est des mousses qu'on injecte en milieu poreux, ça on injecte ça dans les sols. Les petits grains qu'on voit, c'est quoi ? C'est des grains de sable ça ? Les grains c'est des grains de sable, et puis les lamelles que vous voyez, c'est ce qui sépare les bulles de mousse. Et donc on injecte ça dans les sols, et puis ce qui est intéressant c'est que vous voyez, on dit ça pour dépolluer les sols. Et donc il faut jouer sur la taille des bulles et essayer de voir comment on peut mobiliser toute cette pollution. Et on se rend compte que la mousse, de facto, il y a très peu d'eau dedans. Donc c'est intéressant par exemple d'utiliser des mousses pour pousser la pollution. On a beaucoup moins d'eau. Là, c'est ce que vous avez en haut à gauche, c'est la quantité d'air qu'il y a. Vous avez 81% d'air, voilà. Donc, c'est marrant parce qu'on aurait eu l'impression que justement d'utiliser de l'eau, ça va bien lessiver, ça va nettoyer complètement, et de la mousse, en apparence, ça peut paraître un peu plus léger comme des pollutions, je sais pas. La mousse en milieu poreux, elle aura tendance à avoir les mêmes propriétés de l'eau. Elle sera un peu plus que l'eau, elle sera un peu plus visqueuse, mais en plus, elle va aller dans plein d'endroits différents. Okay, donc dans les endroits un peu moins, on appelle ça des passés, donc des passés plus ou moins perméables. Donc on va, ce qu'on appelle dans leur jargon, s'affranchir d'hétérogénéité. Alors justement, oui, c'est ça, le sol, c'est pas un bloc unique et uniforme. Comment on s'arrange avec ça, en fait ?
Il faut arriver à injecter, à désorber les polluants. Là, vous avez un exemple typiquement, vous avez 2 nappes différentes. En haut Une et nappe en bas, en haut et en bas, 2 passées différentes. En haut, c'est perméable et en bas, c'est un peu moins perméable. Et si on injecte les produits qu'il faut, on peut arriver à balayer de manière homogène un milieu qui est hétérogène. Dans notre jargon, on appelle ça un balayage homogène, c'est-à-dire qu'on arrive à aller dans des endroits de perméabilité différentes pour ajouter nos surfactants et extraire tout ça. On se rend bien compte que si on ne dépollue qu'une partie des sols, ça va tout le temps, la pollution résiduelle va tout le temps relarguer. Donc nous, on veut éviter, on veut balayer et avoir le minimum, on va avoir le minimum de pollution résiduelle. Les composés fluorés sont plus stables, beaucoup plus stables. Donc il faut vraiment qu'on arrive à se mettre dans des conditions optimales. Donc on va augmenter parfois la température pour rajouter, par exemple, on va rajouter des réducteurs pour une fois qu'on a pompé, une fois qu'on a extrait ces polluants des sols, on va essayer de les concentrer une nouvelle fois, un maximum, pour après avoir, je conseille le trait, si on peut tout avoir dans un petit truc comme ça, c'est parfait, quoi. Donc plus c'est concentré, plus on arrivera à imposer des conditions extrêmes, entre guillemets, pour dépolluer et casser ces molécules de PFAS. Donc il va falloir des fois chauffer, rajouter des réducteurs, des catalyseurs. On peut chauffer jusqu'à 80, 100, voire plus, 120 degrés, voire plus. Oui, on se rend bien compte que chauffer quelque chose qu'on a hyper concentré, c'est plus facile que de chauffer une zone de plusieurs kilomètres carrés, quoi. Voilà, évidemment. Voilà. Donc il faut extraire avec le minimum d'eau, reconcentrer tout ça, alors par différentes techniques de membrane, de flottation, de charbon, différentes choses. Il faut reconcentrer tout ça, et ça, on peut commencer à le traiter. Et ça, vous le testez aussi en laboratoire, Oui. le fait de chauffer et de voir si vous arrivez à détruire les molécules? Oui, et oui. Et alors, qu'est-ce qu'on voit par exemple à l'image? Ça, c'est des réducteurs. On essaie de détruire les PFAS avec des réducteurs et des catalyseurs. Donc, les réducteurs, oui, c'est quoi? Les réducteurs, les catalyseurs, c'est des choses qui sont... quand ils vont être... l'idée, c'est que, vous avez vu les molécules de PFAS, on va enlever les atomes de fluor. On les remplacer par de l'hydrogène. Donc, ça va devenir inoffensif. Un réducteur, c'est une défluoration. Et donc, pour enlever ça, il faut ça ne se fait pas automatiquement, il faut qu'on soit dans certaines conditions, à certaines températures. Pour les composés chlorés, c'est plus facile, mais fluorés, c'est plus compliqué. Donc, pour enlever ces molécules de fluor, il va falloir qu'on se mette dans certaines conditions. Donc, en réducteur, ça va être quelque chose qui va nous permettre d'enlever le fluor et de le remplacer par de l'hydrogène. À partir de là, on peut considérer qu'on a dépollué, qu'on a cassé la molécule et donc qu'on a dépollué. Si on n'a plus de fluor, si on arrive à, dans notre jargon, on appelle ça minéraliser le tout, donc on n'a plus que des hydrocarbures, hydrogène, carbone et des fluors sous forme soluble, des fluorures, on n'a plus de PFAS. Ok. Et alors, quels résultats vous obtenez en laboratoire? Là, sur la mobilisation, donc on a commencé, là vous voyez, ce sont des essais en colonne 1D, comme disait Julie. Après, on a vu aussi des films en 2D. Ouais. Après, on va aller en 3D, mais en colonne 1D et en bac 2D, on est sur des rendements épuratoires de plus de 90%. C'est des conditions optimales, forcément, donc ça va se dégrader après. Mais même en milieu hétérogène, on a plus de 90%. C'est plutôt encourageant, ça. Oui, on est content, donc on va aller sur les étapes d'après. Ouais. Donc on est très content. Vous êtes passé sur les étapes d'après, ça veut dire changer d'échelle, c'est ça? Oui, en 3 dimensions, plus gros. Sur la même structure que sur laquelle travaille Julie? Julie, elle va faire la photo de la pollution. Ouais. Et puis une fois qu'elle aura bien pollué, avec d'autres collègues, vous arrivez après. Il faut dépolluer après, voilà. Ok, donc en fait, vous lui laissez un peu le bébé, on peut dire. Tout à fait. C'est ça, elle fait la fête et moi je nettoie, quoi. Okay. Non, c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on regarde comment ça bouge. Pour après voir, on a besoin de toutes ces données pour voir après nous comment, à quelle vitesse, à quel couple débit-pression on injecte tout ça, quoi. Oui, c'est étroitement lié, vos deux travaux. Est-ce qu'on pourrait agir aussi de manière préventive à la sortie des usines, j'imagine, mettre des sortes de filtres, des choses comme ça? Alors déjà, quand on parle de préventif, parce qu'on n'en a parlé que du curatif, donc le meilleur curatif c'est la prévention, on est d'accord, mais on rentre dans ces débats de substitution. Peut-on remplacer ces molécules de PFAS? Alors dans certains cas oui, dans certains cas non. C'est un autre métier, c'est pas notre métier et tout ça, mais la première chose c'est est-ce qu'on peut substituer avec les mêmes qualités chimiques et mécaniques des produits, quoi.
C'est la première chose. Et puis après, lorsqu'on produit ces PFAS, le mieux, c'est de traiter tout ça à la source, c'est-à-dire avec des stations d'épuration qui permettent de traiter ces PFAS avant que ce soit rejeté, des stations d'épuration des eaux, de l'air, qui permettent vraiment de contenir toute cette pollution sur site. Parce qu'à l'heure actuelle, les stations qui existent ne sont pas toutes adaptées pour dépolluer ces PFAS. Confère la discussion que vous venez d'avoir, et donc il faut éviter que ça rentre dans le cycle eau souterraine, une station d'épuration, boue et tout ça, quoi. Très bien. Bon, en entendant qu'on ait soit des substituts, une réglementation efficace ou des moyens de dépollution qui fonctionnent parfaitement, on peut déjà peut-être changer nos habitudes pour essayer de ne pas aggraver le problème. On a demandé aux gens ce qu'ils pouvaient modifier dans leur quotidien. Écoutez leurs réponses. Le téflon, déjà, moi, j'en achète pas, ça fait longtemps. Donc, toutes mes casseroles, je fais bien gaffe. Mais sinon... là, après, faudrait connaître exactement là où tout ça se cache. Privilégier les matières telles que coton, lin, tout ça. Bon, c'est pas trop le cas là, j'avoue. mais voilà, mon maquillage, je me maquille pas vraiment, donc ça me change pas. Mais il y a tellement d'autres choses. Je suis sûre qu'il y a même des choses que j'utilise et je sais même pas qu'il y a des PFAS dedans, donc c'est compliqué. Je pense que c'est cause perdue du coup, parce qu'on va continuer de manger, j'adore les fruits de mer. Oui, ça me semble compliqué. Maintenant, espérons qu'on soit mort avant. C'est con, parce que ça n'a pas d'impact direct. Je manque un peu de réaction. Mais c'est une question que je me suis posée et je pense que je vais changer 2-3 trucs. Après, c'est à l'échelle de la société. Il y a des actions clairement politiques à faire à ce niveau-là, en fonction d'eux. Mesurer le danger, etc., comme toute thématique, j'imagine, de santé, en vrai. Bénéfice-risque, mais bon, là, pour la cuisine, un peu de beurre, j'imagine, et ça part. Bon, la plupart des gens que j'ai interrogés, la première chose à laquelle ils pensaient, c'était les poêles anti-adhésives, c'est la batterie de cuisine. Est-ce que ça, c'est effectivement le premier geste à faire si on veut se protéger un petit peu des PFAS ? La problématique des produits, c'est surtout au niveau de la fabrication. D'accord. Et de ces sites industriels qui produisent. Donc dans notre consommation, au-delà de protéger notre santé, finalement, c'est de faire pression aussi sur les industriels. Si on achète moins, c'est moins de PFAS qui sont produits et donc moins de sites pollués. C'est la production, effectivement, c'est vraiment la production de PFAS qui est problématique et la génération, c'est-à-dire plus on produit, plus on augmente la quantité potentiellement disponible pour rentrer dans l'environnement. Et il rentre dans l'environnement, mais étant persistant, il ne se dégrade pas. Donc on augmente année après année la quantité de PFAS présent dans notre environnement. Et après la production et l'utilisation, il y a aussi la fin de vie aussi. Qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on les stocke ? Comment on les recycle éventuellement ? Est-ce qu'on les recycle ? J'imagine que c'est aussi une problématique. C'est directement la problématique avec les décharges et la gestion des déchets. Mais donc, en fait, ou les boues de stations d'épuration. Pour se protéger, la première chose à faire, c'est ne pas habiter à côté d'une industrie qui produit des PFAS, ne pas habiter à côté d'une décharge qui stocke des PFAS. J'ai l'impression que c'est là où on est le plus exposé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la présence des PFAS, elle est variée et en diverses concentrations. Donc effectivement, d'abord, ça va être de protéger les captages d'eau et de surveiller l'alimentation et également ce qu'on attend tous pour pouvoir statuer sur la toxicité d'un produit, c'est de connaître les valeurs toxiques de référence et les concentrations qu'on appelle les PNEC, les concentrations qui permettent de garantir l'absence d'impact sur la santé. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes ces valeurs qui permettent justement de positionner un produit par rapport à un risque. D'accord. Et alors vous qui êtes des citoyens très éclairés sur le sujet, est-ce que ça a pu modifier des choses dans votre façon de consommer ? Est-ce que vous avez déjà fait le pas ? Personnellement, je n'ai pas encore changé ma batterie de cuisine. Okay. J'avais pas de poêle anti-adhésive, donc okay, voilà. Vous partiez bien. Par contre, j'ai des fois des vêtements qui sont imperméables. Voilà. Après, c'est très difficile. C'est difficile, même au laboratoire, par exemple. La première étape, ça va être d'avertir le consommateur et qu'on ait enfin la liste des produits, des composés qui sont dans les produits qu'on consomme et que l'acheteur puisse prendre connaissance de la présence ou non. Oui, une dame le disait, il faudrait déjà savoir où est-ce qu'il se cache, puisque... Tout à fait. Alors, il existe des marques qui ont banni l'utilisation de ces matériaux dans leur portefeuille matière. Donc,
elles le revendiquent. Mais à côté de ça, on va avoir des industriels qui sont en train de faire l'inventaire des composés, des pièces qu'ils utilisent qui contiennent des PFAS pour justement les substituer. Mais effectivement, ce travail d'inventaire, c'est un travail que tout le monde fait, le consommateur au quotidien, mais également les industriels, puisqu'ils consomment des produits dont ils n'ont pas forcément le détail de la composition. Très bien. Alors une chose est sûre, c'est qu'avec les PFAS, votre métier a de l'avenir. Alors pour aider les plus jeunes qui souhaitent peut-être s'orienter dans le domaine de la chimie ou en tout cas de l'hydrogéologie, vous allez nous retracer le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. C'est notre séquence en coulisses. Alors, cette séquence, on a l'habitude de la commencer par un petit challenge où vous allez avoir chacun 30 secondes pour vous présenter. On lance le chrono dès que vous êtes prêts. Julie, c'est vous qui passez la première. Est-ce que vous êtes prête ? Allons-y. Allez, top chrono. Eh bien, j'ai fait un bac scientifique option physique-chimie. Et en révisant mon bac, j'ai découvert une passion pour la biologie. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire en fac en sciences de la vie et de la Terre. Sciences de la vie et de la Terre, j'ai découvert les sciences de la Terre, la technique des plaques. Révélation, je me suis orientée vers les sciences de la Terre. D'année en année, comme ça, j'ai suivi le fil des matières qui m'intéressaient. En troisième année, c'était l'hydrogéologie, l'eau souterraine. Ensuite, c'était l'environnement et les eaux souterraines. Et voilà. Et c'est comme ça que vous êtes arrivés là où vous êtes. Merci Julie. Stéphane, c'est à vous de vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. On peut attendre 5 secondes ? Non, si, c'est bon. Pardon. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Oui, donc moi j'ai fait 4 ans d'études à l'université d'Angers, d'abord en sciences de la vie et de la terre, option chimie, et après en traitement, différents traitements, donc traitement des eaux. Après j'ai étudié à l'université de Sherbrooke au Canada dans le traitement des eaux, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas étudier les cités sols pollués, ça n'existait pas au niveau formation on va dire, voilà. Et après j'ai fait une thèse un peu plus tard, Université Paris-Est. Ouais. Super, bon, voilà. Et puis relevez haut la main. Bravo. Bon, merci à tous les deux, mais c'était juste un résumé de vos parcours. Maintenant, on va creuser un peu plus. Stéphane, par exemple, on peut dire qu'on peut vous appeler un peu Monsieur Propre. Déjà petit, vous vouliez dépolluer. En fait, ça vous vient de votre grand-père, c'est ça ? Oui. Quand on cherche sa voie, quand on est petit, moi, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est que j'avais la photo de mon grand-père, mon frère jumeau, je suis un frère jumeau. Voilà. Et donc, il s'occupait il était ouvrier cantonnier, il s'occupait de différentes choses, il réparait les bancs de l'église et machin, voilà. Et 2 fois par semaine, il s'occupait de la station d'épuration d'un petit village près de la Bretagne. Et donc, je trouvais ça bien, et quand on cherche sa voie, je dis, voilà. Donc, ça m'intéressait bien, je trouvais ça intéressant de dépolluer. Déjà petit, vous avez quel âge ? Voilà, c'était de 4-5 ans jusqu'à, on va dire, la fin de la 3e, on l'aidait. Donc c'était les vacances d'été. Donc c'est venu comme ça, et puis après, quand on cherche à voir, je dis, ça c'est bien. Donc je voulais faire du traitement d'eau. Et puis j'appliquais ça au sol. Avant de devenir chercheur, vous avez été ingénieur dans des sociétés de dépollution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces 2 métiers, ces 2 parties de votre parcours ? Oui, déjà on voit que les cheveux, c'est... Là, on va suivre comme ça un peu l'évolution. Oui, ça c'était... j'aimais bien parce que c'était de la pollution des sols aussi. C'était intéressant parce que ça allait assez vite et tout. Et c'était des choses grandeur nature, mais il manquait tout le temps une petite chose, un petit peu de temps pour réfléchir à des nouveaux procédés ou des choses comme ça. Donc, le côté créatif qui vous manquait ? C'était créatif, mais on faisait aussi un peu de recherche et tout. Mais je voulais avoir plus de temps pour penser à des choses beaucoup plus détaillées, sophistiquées, qu'on a plus le temps de faire dans le métier de chercheur que d'ingénieur. Donc c'était des très belles années que j'adorais, et puis qui sont complémentaires avec ce que je fais maintenant, parce que les idées que j'ai s'alimentent du passé et vice-versa, quoi. Alors pour faire de la recherche, il faut faire un doctorat. Vous avez parlé de votre thèse, mais la thèse est venue dans un second temps. Vous avez d'abord fait un master et vous avez repris les études à 36 ans pour faire votre thèse. Donc en fait, vous avez cumulé un travail et la thèse à côté, pardon ? Je faisais déjà de la recherche et puis j'ai regroupé quelques articles scientifiques pour soutenir une thèse, mais je faisais déjà de la recherche au BRGM. Voilà. Donc vous aviez les deux en parallèle ? Oui. Alors c'était pas en 36 ans, c'était même un peu plus tard, c'était
à 39, je crois. 39 que j'ai 39 ans. soutenu. Ouais. Et c'est pas trop difficile de reprendre les études une fois qu'on est déjà rentré dans la vie professionnelle, parce qu'un doctorat, c'est pas rien quand même. Non, j'ai commencé. C'est 3 ans. Ouais, non, moi, ça durait 4 ans. Moi. J'ai fait, c'était de 2015 à 2019. Donc voilà. C'était de 44 à 49 ans. Et donc je disais, cumuler les deux, quand vous êtes déjà dans la vie professionnelle, déjà installé, c'est pas compliqué comme rythme à suivre? Non, c'est juste on doit faire des papiers, on doit écrire tout ça, donc c'est faut tout regrouper pour faire voilà. Ça n'a pas changé fondamentalement ce que je fais, mais c'était un peu pour s'amuser, quoi. D'accord. Chacun son passe. Non, parce que nous, notre métier, c'est de faire des papiers, des articles et tout ça, et puis en regroupant certains papiers, ça fait quelque chose de logique qu'on met dans un manuscrit, et voilà. Bon, c'est quand même un sacré rythme, mais ce que vous m'avez confié en préparant cette émission, c'est que paradoxalement, les meilleures idées, elles ne viennent pas pendant qu'on est en train de travailler sur quelque chose. Parfois, c'est pendant des temps de repos, on s'y attend pas. Oui. Est-ce que vous avez un peu des exemples de quand ça vous est arrivé Ah oui. Ou pas, peut-être. Ça arrive un peu, c'est vrai, n'importe comment, dans un repas, ou des fois, faut laisser divaguer son esprit. Il ne faut pas toujours avoir la tête dans le guidon. Il faut penser, laisser repartir, et c'est dans des moments de décontraction qu'on trouve des trucs, des fois, qui reviennent après, ça vient un peu comme ça. Donc finalement, le cliché du scientifique qui fait Eureka comme ça, c'est plutôt proche de la réalité? Oui, pas tout le temps. Des fois, c'est plus dans la peine, mais c'est souvent, c'est vrai, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est souvent quand on laisse un peu son esprit partir, c'est là où il y a les ruptures de paradigme qui arrivent, les idées un peu en rupture, qui sont souvent les plus intéressantes. Donc il faut un bon équilibre entre le repos et le travail. C'est ça. Julie, votre domaine à vous, donc c'est l'hydrogéologie. Ce qui est bien avec votre métier, c'est que de l'eau, il y en a partout, donc vous pouvez travailler partout. Vous avez dû voir du paysage dans votre carrière? Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire quelques déplacements, on va dire, ultramarins, puisque en fait, le BRGM a des antennes régionales, y compris dans les DOM. Et donc, j'ai été amenée à collaborer avec différentes équipes en Guyane, à La Réunion, à la Martinique. Et puis également, on peut travailler à l'international avec des déplacements, par exemple, à Madagascar. Est-ce qu'il y a une campagne de prélèvement, d'échantillonnage qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y a des petites anecdotes comme ça. C'est vrai que, alors, étant hydrogéologue, en fait, nous, tout l'enjeu, c'est d'aller prélever des échantillons d'eau. On cherche souvent à... Alors, quand je cherche à faire de la qualité des eaux naturelles, on va chercher à prélever des points d'eau qui sont hors pression anthropique, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas d'habitation, pas de route, donc des endroits un peu isolés. Donc effectivement, on a fait une campagne sur La Réunion avec différentes sources. Donc des fois, l'image précédente, par exemple, la source semblait très proche, et puis on a mis 1 heure à crapahuter au milieu des lianes, il n'y avait pas de sentier. Et puis le lendemain, on devait aller prélever à un endroit qui était au Pont du Diable. Et pour ça, il fallait qu'on descende dans un cirque. On a dormi en bas, on a fait le prélèvement et puis on remontait le lendemain. Et j'étais avec un jeune volontaire du service civique qui m'accompagnait. Et il m'annonce sur le chemin, au fait, j'ai le vertige. Ah. Donc effectivement, et puis lui il savait, moi je savais pas trop où j'allais. Bon, le Pont du Diable, on se doute toujours que c'est un peu particulier. Et effectivement, là, à la première échelle, il m'a abandonné. Il m'a dit non mais là je passerai pas l'échelle. Vous avez dû vous débrouiller toute seule. Donc je suis partie avec le guide, parce que généralement quand on part dans des endroits comme ça, on a souvent un guide, parfois de l'ONF ou de l'organisme environnemental local. Donc lui m'a attendu et puis je suis allée finir le prélèvement toute seule dans cet endroit. Et c'est vrai que c'était assez vertigineux. Il faut être un peu aventurier alors quand on travaille au BRGM. Oui, il y a un côté... alors on essaie toujours quand même d'être prudent dans ces secteurs-là. On ne part jamais seul. Mais c'est vrai qu'on a parfois une machette pour franchir les buissons. Et puis parfois, il faut chercher les têtes de puits. Même en France, on peut avoir des végétations. S'il n'y a personne qui est venu depuis 2-3 ans, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a un point GPS, on sait que c'est là dans le champ et on ne sait pas où. Et on passe parfois une demi-heure à chercher une tête de puits parce qu'en fait, y a juste de la broussaille autour. Vous disiez, on ne part pas tout seul. Effectivement, ces campagnes de prélèvement, elles se font en équipe et vous pouvez passer parfois plusieurs jours à travailler ensemble. J'imagine que ça crée des liens un peu particuliers. On n'est pas sur de la discussion devant la machine à café. Donc, il y a une bonne ambiance pendant ces campagnes? Alors, effectivement, je dirais ça.
dans les sciences de la Terre en général, et c'est vrai que voilà, dès la fac, on part sur le terrain avec nos professeurs. On peut partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, faire des stages de terrain. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très appréciable parce que voilà, on est en pleine nature, on affronte les éléments, le soleil, la pluie, le vent, mais on est une équipe. Quand on est à la fac, des fois on nous met en binôme, en trinôme pour faire justement des cartographies. Et puis également donc, au BRGM, généralement on part en binôme avec différentes compétences, un géologue, un hydrogéologue, moi pour la chimie des eaux. Et donc voilà, ça rapproche effectivement parce que on transpire la journée, on travaille, le soir il faut finir les rapports, etc. Mais c'est toujours des moments de satisfaction et de collaboration qui sont très agréables. Vous allez encore sur le terrain ? J'essaye d'y aller, c'est effectivement sur les projets, voilà, j'essaye d'y aller. Souvent on a des techniciens qui y vont, mais de temps en temps on garde quand même un contact avec le terrain. Ouais. Bon, alors avant de se quitter, vous allez nous faire quelques recommandations culturelles pour découvrir la thématique des polluants autrement. C'est la reco des invités. Alors Julie, vous avez choisi de nous partager un film et c'est le film Dark Waters. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je pense que ça va faire écho à ce qu'on a déjà pu dire. Alors effectivement, le contexte a été posé tout à l'heure par Marine. Dark Waters, donc, c'est un film sorti en 2019, réalisé par Todd Haynes et qui retrace donc toute l'épopée de l'avocat Robert Billiot sur son enquête sur les PFAS. Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ce film ? Il y a quelque chose qui a retenu votre attention en particulier ? Au-delà d'être un film, on va dire, pédagogique, qui permet justement d'expliquer au grand public toute cette problématique et tout cet enjeu, il y a aussi, d'un point de vue cinématographique, une atmosphère qui est retranscrite par la mise en scène qui est assez remarquable. Alors avec vous, Stéphane, on reste dans le 7e art. Vous avez choisi de nous partager un film aussi. C'est lequel ? Erin Brockovich. Donc ça parle Seul contre tous. Oui, ça parle de pollution des nappes avec du chrome. Donc là on n'est pas sur les PFAS, on est sur un autre polluant. Non, c'est une pollution des eaux souterraines. Donc c'est assez novateur à l'époque, on va dire. On se rend compte que les eaux souterraines... Une avocate, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc on se rend compte que pendant longtemps on s'est dit on pouvait mettre des polluants dans les eaux souterraines et puis le pouvoir auto-épurateur, voilà. Et là, on s'est rendu compte que... Donc ça, c'est intéressant que les gens prennent connaissance qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans les eaux souterraines, quoi. Bon, pour avoir vu les deux, je me joins à vous. Je recommande, c'est de très bons films. Voilà, merci. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Merci d'être venus et de nous avoir un peu éclairés sur cette pollution au PFAS. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Science en question. On vous dit à très vite pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.